Prime Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle semaine sur l'antenne de Beurre FM. Lundi 26 mai 2025 et non pas 93. Eh oui, bien sûr, on attaque une semaine assez mémorable pour le football français. Pourquoi pas? Le nouveau sacre d'un club français en Champions League sur cette édition 2024-2025. Il fallait la faire celle-là, Juan Trocé. Eh bien sûr, on l'a fait, on pense. Ça fait 32 ans que l'Olympique de Marseille a remporté cette première Coupe d'Europe pour un club français. Et on espère le Paris Saint-Germain ce samedi 31 mai qu'il emportera le Paris Saint-Germain de Luis Enrique face aux interistes de Simone Inzaghi. La semaine inoubliable du Paris Saint-Germain, point d'interrogation. Voilà, c'est ce que l'on s'est dit avec toute l'équipe de Time Sport. Mbappé, meilleur buteur. Lui aussi, on va parler de l'international français sans oublier aussi ça court du côté de la Liga dans ce championnat espagnol. C'est bien parce que ce soir, on a une personne qui va nous en parler. On va en débattre avec toute l'équipe de Time Sport. Le débat du jour, on le rappelle, tout simplement, une pression côté italien. Voilà, concernant cette Ligue des Champions édition 2024-2025, soit avec les interistes, soit avec les Parisiens. On a entrevu en tout cas des joueurs parisiens du côté de la Porte d'Auteuil. Et oui, ça a été lancé depuis hier soir. Les internationaux de France, Roland Garros, sur cette année 2025. On retrouvera Adil et Fauzi du côté de la Porte d'Auteuil pour la minute Roland Garros. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Allez, sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Ce soir, on sera en compagnie de la charmante Alison, notre journaliste consultante. Bonsoir Alison, comment ça va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça va très très bien. Tranquillement Alison? Ouais, tranquille. Oui, ça va, c'est super. On aura aussi, entre autres, dans cette émission, le coach Tolé, sans oublier aussi notre Greg, venu de très très loin, mais lui aussi, il s'est arrêté dans notre studio, c'est Juan Trocé. Juan Trocé, comment ça va? Buenas tardes, bonjour à tous. Très bien, puisque c'est une semaine sportive. Bien sûr, les différentes ligas sont terminées. La Nations League pointe son nez. Et n'oubliez pas le prochain match des demi-finales, c'est Espagne-France. Ça sera le 5 juin, donc ça s'approche. Et bien sûr, vous l'avez dit, avant, il y a cette finale de la Champions League avec l'Inter et le PSG. Ouais, l'Inter face au Paris Saint-Germain, c'est le PSG qui reçoit, c'est bien ça. Et oui, ils arboreront leur maillot habituel de domicile avec Solal à la réalisation qu'on va retrouver. Solal au 01 53 48 3000. Bonsoir Solal et bonne semaine à toi. Buonasera à tutti, je vais arriver. Vas-y, Banzai, c'est un magnifique film. Avec ça, ce sera Coluche. plutôt samedi ou vendredi qu'il faudra crier ça à l'entrée du stade de Munich. Chers amis, très heureux d'être à Beurre FM Time Sport tous les soirs de 20h à 21h. Et je suis particulièrement heureux parce que ce soir, Juan Trocé a vêtu de nouvelles lunettes. On peut l'appeler Juan Potter. Il a les lunettes d'un illustre magicien. Lui qui fait de la magie avec ses mots et ses analyses sportives. En tout cas, très heureux de retrouver Alison aussi. Chers amis, ça va être chaud ce soir. Oui, on l'espère en tout cas. Ça nous fait penser à notre Nasser. Ça va être chaud ou encore oulala qu'on pourra le retrouver d'ici la rentrée prochaine. On l'espère, Nasser. En tout cas, Alison, on va se plonger directement dans cette semaine assez coupe-gorge, mais plutôt on va dire dans l'euphorie, on l'espère, pour les supportrices, les supporters parisiens et pas que, aussi pour le football français et ce football mondial, classe mondiale, ce match-là samedi, je le rappelle, 31 mai 21h du côté de l'Allianz Arena à Munich. On a vu entre autres des joueurs parisiens. Fallait-il y aller? C'est un peu la petite polémique qui a un peu envenimé les réseaux sociaux aujourd'hui. On a vu des joueurs parisiens assister à des rencontres sur Roland Garros. Oui, il faut pas, ou peut-être faut se concentrer, excusez-moi, à la finale de ce samedi. Ou vas-y, il faut laisser un peu. C'est le jour de repos aujourd'hui. Bilal, ils ont envie d'avoir une vie. Ça bien sûr, bien sûr. Quand nous on est au travail, ça nous empêche pas d'aller boire un petit verre, même si on a une grosse réunion ou même si on a un gros dossier qui nous attend. Pour les joueurs parisiens, c'est exactement la même chose. Ouais. Ils ont un gros dossier qui les attend samedi prochain, et en attendant, ils libérer ont un peu le cerveau là. Libérer le cerveau. Ouais. Ils ont droit de décompresser tant que ça reste dans un cadre bien établi. On les a vus sur la terre battue à Roland Garros. On les a vus un petit peu ailleurs. Enfin, je veux dire qu'il y a rien qui est sorti du cadre. Les mecs sont juste sortis un petit peu 2 ou 3 heures et c'est tout.
fois que au Paris Saint-Germain on n'a pas de polémique avant match, après match, pour une fois que le Paris Saint-Germain fait toute une saison presque parfaite, on le verra samedi si elle a été magique en tout cas. Si elle sera parfaite ou pas, on va pas aller leur chercher des poux dans la tête alors qu'il n'y en a pas. Bien sûr, c'est bien dit, c'est vrai. Ça te fait sourire, mais elle a bien raison. Ce match de samedi prochain a commencé en fait hier à Roland-Garros. Parce que si vous voyez quel est le système de Luis Enrique, vous savez cette dernière semaine, nous on le sait tous, cette dernière semaine, c'est pas le physique qu'ils vont travailler, l'endurance, ce qui va être travaillé cette semaine, c'est essentiellement les questions tactiques. Ouais. On va beaucoup étudier les matchs et les systèmes de jeu de l'Inter, justement, pour essayer de le contrer. On va pas travailler le physique, on va juste travailler la tactique, et surtout, on va beaucoup travailler l'aspect mental. Vous savez que Luis Enrique, dès qu'il est arrivé, il a amené avec lui un préparateur mental, un psychologue qui travaille avec les joueurs. Et la première des choses, c'est justement de réduire la pression, essayer que il pense à autre chose qu'à ce match et à cette finale des samedis. Et le fait de pouvoir voir des joueurs justement à Roland-Garros, ça participe de cette idée que on relaxe et puis on va préparer tranquillement ce match. Encore une fois, un match qui va être préparé tactiquement et psychologiquement et pas vraiment physiquement. Et on est déjà dedans. Puisque c'est des joueurs qui pour la plupart sont internationaux et qui ont dans les pattes quand même pratiquement 60 matchs pour beaucoup d'entre eux. Donc effectivement maintenant, allez voir du tennis, allez profiter justement du sport, allez faire d'autres avant activités, le match décisif. Allez avec la famille. C'est à côté de chez eux en plus pour la plupart, c'est à Porte d'Auteuil. C'est pas super. Pour eux, c'est super. Donc la préparation, elle est commencée d'hier. D'hier, c'est ça. Voilà, on va voir justement avec Solal, réaction, le Paris Saint-Germain face à l'Inter. C'est ce samedi soir. Bilal, est-ce que tu as connu Madame Arnout? Ouais. Alors c'était ma prof de chimie et qui me répétait tout au long de l'année, ceux qui révisent la veille de l'examen s'apprêtent à avoir une mauvaise note. Donc pour revenir sur ce que Juan José a dit, lorsqu'on est une équipe et qu'on travaille pour quelque chose et qu'on a une grande échéance, en l'occurrence ce match de Ligue des Champions, cette finale, devrais-je dire, de samedi, le 31 mai, eh bien on est un joueur de foot, on a travaillé toute la saison, c'est pas dans les derniers jours qu'on va se remettre à réviser ou à travailler des choses pour ce match-là. Au contraire, je pense que le PSG a déjà su montrer au long de la saison leur qualité. Ensuite, je pense aussi que l'équipe de l'Inter n'aurait pas pu s'approprier quelques jours comme ceux-ci. C'est vrai que ils ont été vivement critiqués après leur défaite du Scudetti et Naples est venu s'imposer tout simplement et soulever ce trophée-là. Et je pense que si les joueurs de l'Inter étaient allés dans la foulée regarder Roland-Garros ou aller regarder la Formule 1 à Monaco parce que c'est un peu plus proche, eh bien ils auraient été beaucoup plus critiqués que le PSG. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les deux équipes n'ont pas le même rapport de force par rapport à cette finale-là de Ligue des Champions-là. Une équipe a le droit de s'octroyer des moments de temps libre, tandis que l'autre est dans une position un peu plus instable où ils n'ont plus qu'une occasion de venir rattraper leur saison. Et j'insiste sur le fait, Alisson, que je vois sauter au plafond, que les joueurs de l'Inter n'auraient pas tout simplement pu se ménager l'esprit à travers les médias notamment, qui les auraient vivement critiqués s'ils avaient pris un jour comme ça à se montrer sur des cours de tennis ou bien autre part. Non, je pense que tu mélanges un peu. Alors Alisson. Non, mais effectivement, le contexte n'est pas le même à l'Inter et au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est champion depuis un moment et l'Inter a bataillé jusqu'au dernier temps au Napoli. C'est une chose, le championnat. Mais pourquoi je dis que tu mélanges tout? La préparation d'une finale n'est pas la même. C'est-à-dire que c'est pas parce que les uns ont perdu qu'ils sont dans des dispositions un peu moins bonnes psychologiques, et à contrario les autres abordent cette finale en pleine confiance. Au contraire, une finale, quand t'es professionnel et quand t'es footballeur, tu sais que c'est 50-50. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On peut avoir une équipe qui est, je caricature un peu, qui est dernière de son championnat, qui a fait une mauvaise saison et qui, le jour de la finale de la Ligue des Champions, l'aborde d'une manière autre parce que on laisse le championnat de côté et on est dans une autre guerre. C'est pour ça justement que Juan José parlait de préparation mentale. Et c'est
la préparation mentale quand on aborde une finale qui là est importante, parce que on joue pas une finale comme on joue un autre match. On n'aborde pas non plus une finale comme on aborde un autre match. Donc c'est pour ça que là, pour un autre match, un huitième, un quart, un demi, j'aurais été d'accord avec Solal. Mais là, pour une finale, je trouve que le contexte est tellement différent que là, on a oublié ce qui s'est passé en championnat et on focus tout simplement sur la finale et la préparation mentale qui nous amènera avant ce match-là, parce que pendant, c'est encore autre chose. Mais la préparation qui se joue, c'est vraiment le temps d'attente entre le moment où tu sais que tu vas en finale et le moment où tu vas rentrer sur le terrain. C'est là qu'elle se fait la préparation mentale. Oui, peut-être, Solal, pour revenir à Juan José. Deuxième élément de réflexion qui fait partie aussi de ce débat médiatique. On en parle, les joueurs du PSG sont allés à Roland-Garros, on l'a répété, Juan José l'a dit, pas pour se montrer, mais je pense plus pour se détendre. Mais in fine, ils ont donné à voir, et surtout au niveau des joueurs et des personnalités qui étaient présentes, il y a eu des questions qui ont été posées. Ah oui, vous voyez les joueurs du Paris Saint-Germain, et ce que, notamment à Zidane, Alcaraz et d'autres. Alcaraz, excusez-moi, Alcaraz c'est autre chose. Alcaraz, peut-être on aura l'occasion d'en parler, elle va réouvrir, peut-être. Les informer. Alcaraz. Mais ça fait partie aussi des choses qui viennent peut-être poser des questions avant ce match-là, peut-être déstabiliser un peu le camp adverse. Je pense pas l'équipe jusqu'à là, parce qu'ils sont dans leur bulle, comme disait Alisson. Mais lorsqu'on voit des personnalités qui donnent leur jeton à une équipe, c'est vrai que ça va dans le sens aussi de la domination qu'ont pu montrer le PSG depuis ses débuts de saison. En effet, c'est 50-50% un match, ou plutôt une finale de Ligue des Champions. Mais après tout, de voir des avis externes, notamment de Zidane, ex-Marseillais, qui aimerait que le PSG gagne, je trouve que ça fait plutôt du bien lorsqu'on supporte le PSG. On va pas attendre que Zidane aimerait que le PSG gagne. Après, c'est pas Zidane qui va faire le. On s'en fout un peu trop de. On le respecte, Monsieur Zizou, mais après. On va pas attendre que Zidane. Oui, mais on va pas attendre que Zidane nous dise. Non, mais c'est bien. Tu fais bien d'en parler. C'est vrai que je vais plutôt m'attarder sur le 11 de départ de Luis Enrique que sur ce que va dire Zidane, parce que ça, après, si surtout il y a défaite ou victoire, on passera au-dessus. Non, mais c'est vrai. Je suis assez sérieux. Vraiment. En tout cas, il faut rester prudent. À l'ancien de l'ACBB, Alisson. Et oui, c'est Nasser qui nous le rappelle, parce qu'on en parlait avec le coach Tolé. Thuram. Et oui, Damien, dernier match aussi, et c'était Inzaghi qui était en partance pour Al Ahly en Arabie Saoudite. Voilà, à la hauteur de 50 millions. Voilà ce que l'on nous dit aussi concernant l'entraîneur interiste. Juan José, réaction PSG Inter samedi 31 mai. Alors c'est vrai que les matchs ne vont pas être préparés de la même façon, déjà parce que, comme disait Alisson, le PSG prépare ce match dans sa tête depuis un certain nombre de journées, puisqu'ils étaient déjà qualifiés. Et c'est vrai que l'Inter a dû batailler jusqu'à la dernière minute, effectivement, puisqu'ils sont terminés 12e du championnat de la Serie A, à un petit point de Naples. Maintenant, pour eux, la préparation du match sérieusement a commencé dès aujourd'hui. Après, forcément, c'est une semaine où la préparation va être très semblable à celle du PSG. Bien énormément de travail tactique, vraiment de la détente, vraiment du travail mental, parce que en même temps, on a un Inter qui a la même résilience que d'ailleurs le PSG. Parce que tout le monde se souvient aujourd'hui de ce PSG qui, perdant 2-0 face à Manchester City, revient dans le match et gagne 4-2. Tout le monde se rappelle des exploits, de ces derniers exploits du PSG, que même en étant mené est capable de revenir. Et l'Inter aussi est capable de revenir. On se souvient tous de ces deux matchs des demi-finales mémorables face au Barça, où l'Inter a réussi effectivement à se qualifier pour la finale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un favori, c'est le PSG. Pour tout le monde, c'est l'équipe qui est vraiment Le PSG est passé devant l'Inter. Je pense qu'il est passé devant l'Inter. Il y a des questions purement tactiques, c'est-à-dire ou techniques. C'est que tout simplement cette équipe va vers le haut depuis un certain nombre de matchs. On voit que c'est une pente ascendante. On voit aussi que même si la résilience est pareille du côté de l'Inter de Milan, ils ont vraiment du mal à revenir, mais ils arrivent à revenir. Et puis il y a cette fatigue, et il faut pas la négliger. C'est la fatigue mentale. Ils ont lutté jusqu'à la dernière minute pour être champions de la Serie A. Ils ne le sont pas. Donc cette semaine, forcément, ils vont regarder un peu de plus près le PSG, et je peux comprendre effectivement que quelque part, même si cette équipe a quand même un attaquant qui est Thuram, qui est d'ailleurs le meilleur buteur
l'international français de cette équipe, avec Lautaro juste derrière. L'Argentin. Mais l'équipe du PSG peut inquiéter parfaitement l'équipe de peut faire très très mal, justement. Donc, la pression aujourd'hui est du côté plutôt de l'Inter de Milan. Alors je le confirme. Oui, du côté de l'Inter de Milan, selon Juan José. Allez, on va l'écouter, Solal. Très rapidement, avant la pause. Pour revenir sur ce statut de favori, j'aimerais quand même revenir sur les informations qu'on a concernant les blessures, que ce soit du côté interiste ou parisien. Solal. Je vais commencer très rapidement, ça vous aura pas échappé. Match de coupe finale entre le PSG et Reims, et Kvaratskhelia qui lors de l'entraînement, lui qui était sur la feuille de match, a senti les maux de tête, il est rentré directement. Bon, on a eu des informations par la suite, ça s'approche plus d'une migraine passagère que d'une vraie blessure, donc on pourra potentiellement, même très très certainement compter sur lui. Côté interiste, alors il y a 2 joueurs très importants sur lesquels compter Inzaghi tout au long de la saison, Benjamin Pavard et Lautaro Martinez. Tout d'abord pour Pavard, il a passé 1 mois hors des terrains à cause de sa cheville qui lui faisait mal et il commence à peine à revenir. Mais est-ce que Inzaghi va compter sur un latéral qui a eu peu de temps de jeu au cours des semaines voire mois précédents et le remettre pour une première fois en finale? Je crois peu, surtout face à des latéraux parisiens et des attaquants très rapides. Et ensuite Lautaro Martinez, oui, incertitude tout à fait, lui qui n'avait pas joué le match retour ou qui s'était juste fait remarquer à la fin du match, puis qui avait été mis sur le banc lors de cette dernière rencontre de Serie A. C'est une information très importante parce que tout à fait comme Benjamin Pavard, Inzaghi va avoir à jouer avec ça. Est-ce qu'on donne la confiance à un joueur qui a peu joué pour réussir à marquer une finale? C'est une question évidemment que va se poser Inzaghi. État de forme à suivre au fur et à mesure de la semaine. En tout cas pour Benjamin Pavard, je pense que ça va être très très compliqué. Lui qui va être remplacé, je pense, pendant tout le long de la finale. Lautaro Martinez, sa présence aurait une importance capitale. On le rappelle, cet attaquant qui fait partie du duo avec Thuram est l'un des plus prolifiques pour l'Inter. Bon, on va voir concernant les intérêts. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Il y a le coach Tolé aussi, Hala, qui nous rejoindront dans cette émission avec Alison et aussi Juan José. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18, on est toujours en live avec Solal. Et oui, Solal qui nous dit il va falloir parler du Paris Saint-Germain tout au long de la semaine et c'est ce que l'on va faire sur l'antenne de Beurre FM. Mais bien sûr, c'est vrai, nous on est des journalistes à part entière, Alison. On suit la charte de Munich, tout simplement. Exactement. Ah ben bien sûr, tout comme toi, tout comme moi, tout comme le coach Tolé qui est avec nous. Il a délaissé les studios de TFX pour nous rejoindre et avec Hala. Allez, on prend la direction de Munich avec ces 2 équipes, le PSG et l'Inter. Time Sport, la parole des sociaux. Bonsoir le coach Tolé, on est à tendance parisien là, hein. La tendance elle était parisienne plutôt. C'est normal. Eh oui, c'est ça. Mais c'est normal. On va voir parce qu'on a Hala qui est connaisseur du football italien, toi aussi je suppose un peu, tout comme Achille. Oui, historiquement surtout. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Beaucoup. C'est la ligne droite pour le Paris Saint-Germain. 32 ans après l'Olympique de Marseille, pourquoi pas un nouveau sacre d'une équipe française, le PSG de Luis Enrique. Le football français a attendu 38 ans avant une première Ligue des Champions. Donc c'était l'OM en 93, 26 mai. Et là 32 ans, c'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup pour le football français. Autant en sélection, on a réussi à avoir de gros résultats sur les 15 dernières années depuis 98. On a affiché une certaine régularité intéressante. Autant en club, en fait, c'est quasi le néant. C'est qu'on parle souvent beaucoup, mais hormis le PSG depuis les Qataris qui sont arrivés au sein du club, qui a une régularité au très haut niveau. Le reste après, c'est que par intermittence et encore. Donc c'est vrai que c'est le désert. Donc pour le football français, ce serait indispensable que le PSG la gagne. Ça, c'est pour le football français. Ben oui, on l'espère, pourquoi pas. Encore un sacre pour toi. Et oui, Juan José nous parlait de favoris, peut-être le Paris Saint-Germain qui devançait cette fois-ci les interistes. Oui, il en pense quoi, Ala? Je change pas d'avis. Toujours mon favori est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Après, ça reste mon propre avis. Avec tout mon respect pour les autres avis de mes collègues. Revenons au PSG, ils ont fait gagner leur premier trophée samedi dernier. Ils vont rentrer en finale avec de grosses envies de prendre la Ligue des Champions, contrairement à l'Inter de Milan qu'ils ont pas eu. On a tout perdu pour le moment chez les interistes. Ils ont tout perdu. Le Parisien, on a tout gagné. Ouais, c'est le contraire. Il lui reste que la prestigieuse coupe à gagner, eux qu'ils ont perdu il y a 2 ans.
Et c'est ici où ça s'explique la difficulté de cette finale. On a un PSG qui a jamais gagné cette coupe. Il a perdu une finale il y a 5 ans. Contrairement aux Interistes qui ont tout perdu cette année, ils ont l'œil sur cette compétition. J'attends un match très très serré de deux équipes, mais à mon propre avis, je pense que les Interistes vont faire le taf et vont gagner. Nous sommes ici en finale après avoir battu des équipes de classe mondiale, Alison. C'est une fois de plus une grande fierté. Ce sera la 7e finale de l'histoire de l'Inter. Nous voulions être les protagonistes, Juan José. Eh oui, ce sont les mots justement du directeur sportif BP Marotta. Ce sont les protagonistes, mais j'ai l'impression que même si, encore une fois, à mon avis, le Paris Saint-Germain reste favori. J'aime pas dire ça parce que généralement, quand le Paris Saint-Germain est favori, ça leur réussit pas. C'est vrai, ces dernières années, à chaque fois qu'on les a mis en favori, ils nous ont fait une catastrophe derrière. Donc, j'ai un peu la pression de dire que le Paris Saint-Germain est favori. Moi, c'est ce que j'entends, mais c'est vrai. À contrario, j'ai l'impression que soit il y a un public qui méconnaît la Serie A et surtout cette équipe de l'Inter cette saison, mais je trouve à mon sens que dans notre prisme un peu parisiano-parisien, on sous-estime énormément l'Inter. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on parle de l'Inter comme si limite... La semaine dernière, Boula disait que même la Serie A était loin derrière la Ligue 1. Hein. Qui était loin, vraiment. Oui, c'est pas moi qui le dis. Ils sont tellement loin. Cette saison, j'ai l'impression qu'on parle de l'Inter comme si techniquement, tactiquement, statistiquement, c'était loin derrière le Paris Saint-Germain. Or, intrinsèquement, c'est pas vrai. Juan José l'a dit. On a vu ce que ça a donné le match aller-retour contre le FC Barcelone. Moi, j'ai toujours dit que l'Inter, depuis le début de cette campagne européenne, que c'était pour moi le favori ou du moins l'un des top 3 favoris pour aller remporter ce titre. Donc c'est pour ça que il faut apaiser un petit peu les cœurs, et il faut aussi que cette préparation mentale aussi du côté du Paris Saint-Germain soit très très efficace. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais à Solal, et tu l'as très justement dit, que Zidane, que Sinner encensent le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de manque de respect. Non, mais c'est pas du tout un manque de respect. C'est les joueurs, on va attendre. Ils ont raison de donner leur favori. Zidane est français. Il a raison aussi de soutenir un club français. Mais je trouve qu'il faut un petit peu apaiser les débats et se concentrer derrière le Paris Saint-Germain pour que cette équipe fasse un bon match et ne prenne pas l'adversaire un tout petit peu de haut, parce que ça risquerait de leur desservir. Rapidement, Solal, avec Juan José, le coach de Tolé, parce qu'on attend à débattre là. Allez, je vais faire plaisir à Alison. J'ai parlé du PSG, pas de Zidane. Mais j'aimerais bien revenir aussi forcément sur le match qu'on a vu samedi entre Reims et le PSG. C'est vrai que sur le papier, il y avait vraiment une différence de par le maintien de Reims en cours pour la Ligue 1 et le sérieux auquel ils allaient prendre cette rencontre-là. Le PSG, moi, ce qui m'a plu particulièrement, il y a une action dont on parle beaucoup dans les médias, c'est celle d'Hakimi qui, à la 90e, lorsque le PSG mène 3-0 avec Beraldo, font un sprint qu'ils auraient pu faire en finale de Ligue des Champions pour venir bloquer une contre-attaque rémoise. Forcément, c'est une des choses qu'on a appréciées. Et le deuxième petit détail aussi dont j'aimerais parler, c'est la connexion entre Désiré Doué et Barcola. On a vu un changement dans la préférence de la titularisation de Désiré Doué au cours de la campagne de Ligue des Champions, aux dépens de Barcola qui était touché, je pense, forcément par ce petit ajustement de Luis Enrique, lui qui n'avait pas reprolongé, et ça avait forcément agité les médias. Mais là, de le voir marquer un doublé après aussi le match de la semaine dernière où il s'est permis de faire un sprint de 60 mètres pour aller finir tout seul d'un pointu digne des anciens attaquants, ça me fait plaisir de voir marquer un doublé. Et ça va venir, je pense, revirer un peu la situation dans le cas où peut-être Luis Enrique aurait préféré Désiré Doué à Kvaratskhelia. Là, il a la preuve avec Désiré Doué que dès la 14e minute, ce jeune attaquant anciennement lyonnais peut se permettre de finir, lui qui avait manqué peut-être un peu de réalisme. On parlait du match d'Arsenal, mais aussi face à Liverpool où on s'était tiré les cheveux à quelques mètres de la cage. Anciennement rennais. Formé à Rennes.
Tu fais bien de le rappeler. Formé à Rennes. Prends trop cette finale quand avec je disais Allah. que le PSG était peut-être plus favori que l'Inter, ça répondait aussi à des questions statistiques. C'est-à-dire que d'un côté, on a un championnat italien, et soyons clairs, le championnat italien est devant le championnat français. Ah ben nous on a entendu le contraire la semaine dernière. L'intensité des matchs en Italie est supérieure à l'intensité des matchs en France. Donc physiquement, j'ai peur à un moment donné, si le match et cette finale, je pense qu'il va être une finale où physiquement il va falloir beaucoup donner, parce qu'il y a des finales où effectivement les deux équipes sont attentistes. Là, je ne le pense pas. Et c'est là où effectivement peut-être le PSG physiquement serait en meilleure prédisposition que l'Inter de Milan, qui a dû encore batailler jusqu'au dernier match pour essayer de gagner la Serie A. Il n'a pas réussi. Donc à ce niveau-là, je pense que effectivement l'Inter est défavorisé. Autre chose, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que au niveau de la résilience, les deux équipes, que ce soit l'Inter, comme on disait, on l'a montré en demi-finale face au Barcelone, ou le PSG depuis qu'il est revenu sur le score des 2-0 quand il était mené à Manchester, il a réussi à gagner ce match. C'est vrai que les deux équipes, animiquement, je pense qu'ils sont capables de donner la bataille. Mais encore une fois, l'Inter, je pense que physiquement, il pourrait être dans un match à forte intensité, et je pense que ça sera un match à forte intensité, pourrait être effectivement désavantagé. Juste une petite intervention sur ce qu'a dit Alessandre. Pourquoi les gens ils sont en grande confiance pour le PSG et une confiance pas raisonnable, parce que ça a été évoqué la semaine dernière. Aussi. Les gens en France, ou bien la presse française, ils regardent pas la Série A. C'est pour ça ils connaissent pas le niveau de la Série A, ils connaissent pas la capacité des joueurs de l'Inter. Si c'était une équipe de l'Angleterre ou bien de la Liga, ça a été un discours totalement différent. Parce que les gens en France, ils regardent la Liga et la Première Ligue. Pour le compléter, j'ai revenir aussi dessus, c'est qu'Alison, mais ce que tu as dit c'est juste, c'est qu'en fait, faut pas oublier que dans les années 90 voire 2000, non mais je crois que les gens ils ont une perte de mémoire. Ça a été championnat numéro 1 jusqu'au scandale, les matchs truqués 2006, le titre. Et c'est vrai que les droits TV ont fait qu'il y a une bascule, c'est-à-dire que dans le football aujourd'hui, en fait, on s'intéresse pas réellement, hormis vraiment la Première Ligue, hormis l'Espagne, Barcelone et le Real Madrid, hormis peut-être le Bayern et encore l'Allemagne. On a toujours mis ça un peu de côté. On s'intéresse pas, mais clairement on s'intéresse pas. On n'est pas des véritables connaisseurs. On s'intéresse à ce qui est le plus diffusé. Nous, et c'est la Première Ligue qui est diffusée. Avec Allah. D'accord. Même pas là le sujet. Ça reste des choix. Et la série est diffusée à l'équipe 21, mais les gens ils choisissent pas de la regarder. C'est un autre débat là. C'est un autre débat. Après, encore une fois, c'est que il est vrai que le football italien a eu quand même un trou assez important. Ça a été compliqué, on l'a vu avec les sélections. Mais attention, l'année où l'Inter, je rappelle, comme va en finale de Ligue des Champions et perd de très peu contre la grosse équipe de City, cette année-là, toutes finales de Coupe européenne sont représentées par des équipes italiennes. Moi, j'attends juste qu'on se retrouve un jour en France à voir un club français dans les 4 compétitions. On a en Conférence League. Et ça, ça en dit long sur le redressement, en tout cas, du football italien, qu'on sous-estime un peu trop. Et pour en revenir après la finale, on va revenir sur la finale. On a sur deux styles complètement différents. Je pense que c'est clairement 50-50. Il faut pas oublier que l'autre côté, la Première Ligue a été mise au tapis par le PSG, et de l'autre côté, le Bayern et le Barça. Les planètes sont alignées peut-être pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est le premier jour des internationaux de France, qui veut dire Roland Garros, et on va retrouver notre Adil et le consultant Fawzi. C'est parti. La Minute Roland Garros sur Beurre FM. Bonsoir Bilal, bonsoir aux auditeurs. Je suis en ce moment même au cours Philippe Chatrier. En tout cas, je dois le reconnaître, mon cher Bilal, qu'on rentre dans le tournoi de Roland Garros. Ça y est, c'est la semaine, c'est parti pour ce grand tournoi. Alors, je sors, on est sorti, donc je suis sorti tout à l'heure du point presse par monsieur Gilles Moreton, le président de la fédération de tennis, rappelons-le, qui est revenu longuement sur les différents enjeux. Alors, je vais revenir un petit peu sur la situation. C'est vrai qu'on compte 1600 présidents de clubs, que c'est, Bilal, un événement unique, on doit le dire. Il y a un élément fondamental, c'est que 2024, c'est une audience record, la plus regardée au monde, Roland Garros. Donc on peut en être fier, c'est la plus grosse audience dans le monde. Donc ça, c'est un chiffre qui n'a pas été manqué de le dire par le président de la fédération de tennis. Alors un public différent cette année, différent parce qu'il vient de tout horizon, de tout univers, l'intensité elle augmente de jour en jour, et puis il y a un cycle de jeunes juniors, de jeunes joueurs,
qui sont d'actualité en ce moment même, hein, où je vous parle. Un travail qui a été fait, on peut les remercier. Donc au niveau du territoire, a-t-il longuement assisté donc le président de la fédération, Monsieur Gilles Moreton. Alors ce gros succès populaire, c'est aussi, on le doit aussi aux 27 joueurs et joueuses, hein, qui sont dans le tableau, ça y est. Hein. L'aide a été augmentée. Hein, Gilles Moreton, le président de la fédération de tennis, il est revenu là-dessus parce que on est passé de 33 millions à 60 millions d'euros. On peut dire que ça a quasiment doublé. Et puis l'audience, quand on parlait de l'audience des spectateurs, cette année il reste 8h30 hein, sur Roland Garros. Et c'est 70% de Français qui viennent de tout le territoire. Voilà ce qu'on peut dire, Bilal, sur ce point presse, donc par Gilles Moreton, le président de la fédération de tennis. En tout cas, ça y est, c'est officiel. On rentre dans le... Sans oublier, évidemment, un moment exceptionnel hier, dimanche. Vous l'avez certainement vécu avec Nadal, Monsieur Nadal, pardon, Rafael Nadal, qui a été donc... qui a vécu un grand moment hier pour le remercier et lui rendre hommage encore une fois. Voilà, mon cher Bilal, ce qu'on peut dire sur ce Roland Garros et sur ce point de presse vécu ce matin à 11h. En tout cas, bon tournoi, bon Roland Garros. Et c'est parti donc. Voilà, mon cher Bilal, à demain pour d'autres aventures. La Minute Roland Garros sur Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, il est 20h35. Et oui, on arbore l'actualité concernant le football européen avec cette finale édition 2024-2025. Alison qui est avec nous, avec Hala, sans oublier aussi notre Juan José, le coach Tolé. Eh ben oui, le coach Tolé. Il doit avoir un vainqueur, il doit avoir un perdant. Et en 2006, la finale, Italie, France, il y a eu un perdant. Je connaissais des supporters qui étaient allés du côté de Berlin et ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu en pleurs et voilà. On était sur la Coupe d'Europe. Non, pas la Coupe d'Europe. Mais non. Pas la Coupe d'Europe. 2006, c'était qui la Champions League? C'était c'était Arsenal. Arsenal, non? Non, c'était pas, je sais plus. Ouais, en 2006. C'était Barcelone contre Arsenal, je crois. Oui, c'est 2015. Au Stade de France, je crois. C'est possible. Je crois que c'est qui? Je crois que c'est Pires qui l'a pas. C'était le club de Barcelone qui l'avait remporté sur Arsenal, au Stade de France, c'est ça. De Thierry Henry. Est-ce que je me souviens de Pires qui fait une grosse saison et il est pas revenu par Domenech parce qu'il y a des soucis extrasportifs. On parle beaucoup justement de football espagnol. On va retrouver l'Espagne. C'est parti. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, Alisson, Kylian Mbappé, il est bien meilleur que toute son équipe, je crois. Hein. Ouais. Ouais, ça fait sourire. Hein. Ça fait sourire. Moi, je le dis, je défends. Il est français. Voilà, on est là. Moi, fond, on est chauvin. Moi, je dis bravo. Alors, bravo à Kylian Mbappé. Ça fait sourire contre José. On va voir. Moi, je dis bravo parce que on peut dire ce que l'on veut, on aime ou on n'aime pas. Je pense que quand on pose vraiment la question aux gens, mais pourquoi tu ne l'aimes pas, il n'y a pas vraiment de réponse. Wow, c'est les anciens supporters. Ça fait rien. Que ça soit à Monaco, au PSG ou au Real Madrid, on peut aimer ou on peut aimer. Et le gars n'a jamais triché. Hein. Il est toujours performant. Là, faire une saison au Real Madrid dans les clubs les plus compliqués du monde et finir et marquer autant de buts, je trouve que c'est pas mal pour un mec qu'on a très vite dénigré. Et moi, je trouve dommage parce qu'on essaie de lui mettre une étiquette un petit peu de rageux, je sais pas, je vois des trucs qui défilent et tout. Le mec, il est... Il a 43 buts, hein. Il oublie ses performances en parallèle avec la saison catastrophique de Real Madrid. Le mec, il a fait 43 buts cette année. Merci de le rappeler. Mais c'est vrai, vas-y, Alison. Qu'on remette les choses. Pourquoi aussi Kylian juste là, c'est la parenthèse. Pourquoi Kylian Mbappé aussi a été critiqué surtout au niveau de l'Europe, c'est que cette année en Ligue des Champions, dans les matchs clés, il n'a pas été performant. Donc c'est pour ça que effectivement, il finit soulier d'or, donc meilleur buteur d'Europe. Mais on a en contrepartie cette petite sensation que effectivement, il a marqué beaucoup de buts, mais dans les moments décisifs du Real Madrid, ces buts n'ont pas permis de faire gagner le Real Madrid, en tout cas
cas cette saison. Ça, c'est pour le paramètre un peu critique. Mais si on laisse ça de côté, on se souvient du début quand même de Kylian Mbappé quand il arrive au Real Madrid. Ouais. C'est un joueur qui quasi ne sait plus mettre un pied devant l'autre, il est quasi en méforme physique, il sait pas bien faire les appels, il sait pas bien se positionner. On s'est dit oulala, quelle va être la saison de Kylian pour sa première saison. Et au bout de 2 mois, on a vu que ça a commencé à rouler, on a vu que il faisait mieux les appels en profondeur, qui des fois participait un petit peu au jeu, qui savait un petit peu plus décrocher et qu'il était un peu mieux dans son rôle de numéro 9, même si à mon sens c'est pas encore tout à fait ce qui lui convient. Ouais. Donc si on met déjà il est à 31 buts en Liga, mais avec 2-3 mois déjà compliqués. Et en plus, dans quelle équipe du Real? Dans une équipe du Real Madrid où défensivement c'est pas le top. Carvajal qui se blesse, au niveau de la défense centrale, Alaba qui est là mais qui est pas là, Rudiger qui est sur une jambe, on descend Tchouaméni, donc ça fait que au milieu de terrain on n'a plus personne. Modric qui rentre des fois, mais bon, Modric c'était sur la fin, c'est même sur la fin parce qu'il est parti du Real Madrid. On avait du mal à trouver le milieu de terrain, ou du moins un milieu de terrain qui tourne, qui fonctionne. Un Real Madrid qui n'a pas proposé grand chose cette saison en termes de jeu, et devant aussi ça se piétinait un petit peu. Vinicius à qui on a pris pour certains le ballon d'or, qui devait faire beaucoup mieux, mais il est complètement en dedans. Et Rodrigo qui était là sans être là parce que Ancelotti ne le faisait pas jouer, donc il boudait un petit peu. Et à contrario de Kylian Mbappé, Rodrigo qui lui avait très bien commencé le début de saison. Donc en somme c'est 31 buts et 40 et quelques buts toutes compétitions confondues dans un Real Madrid complètement chamboulé. Complètement chamboulé. C'est pour ça que je trouve que sa performance est encore plus à saluer. Grosse performance. C'est vrai qu'il n'y a pas de titre à la fin, mais grosse performance pour Mbappé. Je suis tout à fait d'accord avec Alison, avec ce qu'elle vient de nous dire. C'est vrai que les premières semaines, c'était assez compliqué, mais tout le monde le savait parfaitement. Bien sûr. Parce que physiquement, c'était compliqué. Il fallait s'adapter à un nouveau vestiaire, à un nouveau système de jeu. Il fallait retrouver des automatismes. Et ça, c'est pas du tout un nouveau pays. Mais voilà, donc il fallait s'adapter. Il s'est rapidement adapté, et surtout, il a fait une fin de saison incroyable. À tel point qu'il était derrière pour ce trophée des meilleurs buteurs. Il était au niveau européen derrière Mohamed Salah, là où Mbappé a réussi à mettre 9-10 buts sur les derniers matchs. Mohamed Salah en a mis un seul. Donc voilà la grosse différence. Mais il y a quand même, quand vous regardez de près les chiffres, là vous vous dites, vous savez, la plupart des buts qu'il a marqués en Liga, il les a marqués en partant du côté gauche, le côté de Vinicius. Tout à fait. Vinicius termine 16e buteur de la Liga avec 11 buts. C'est le 12e buteur du Real, mais 16e de la Liga. Donc la plupart des buts ont été marqués du côté gauche. Ce qui montre aussi que Vinicius et Mbappé, même si parfois on dit qu'ils ne s'entendent pas, en fait, ils arrivent à s'entendre, ils arrivent à combiner, ils arrivent effectivement à se déplacer tout au long de ce qui est la surface des 18 mètres. Donc là, c'est la première des choses. Après, regardez qui est derrière notre ami Mbappé, c'est Lewandowski, qui a été à plusieurs reprises meilleur buteur du championnat espagnol, qui arrive quand même à 27 buts cette saison, mais qui arrive derrière Mbappé. Donc en fait, ça n'a pas été facile, mais en même temps, à titre individuel, je crois qu'il a réussi sa saison. C'est vrai qu'il a été critiqué parce qu'il a marqué des buts, mais systématiquement des buts importants qui ont amené effectivement le Real Madrid loin. Bon, il a été éliminé en quart de finale, c'est une réalité. Il n'y a pas eu des buts de Mbappé pour sauver le Real Madrid, comme il y a eu à l'époque des buts de Benzema qui ont vraiment qualifié le Real en Champions League, ou encore de Vinicius. Donc ça n'a pas été le cas d'Mbappé au Real Madrid cette année. Mais on en parlera tout à l'heure un peu plus du football espagnol, et on parlera de ce Real Madrid, puisque c'est un Real qui est en train d'échanger énormément avec l'arrivée notamment donc d'un nouveau entraîneur à partir du 1er juin.
Solal, on t'écoute. On va retrouver aussi Alain et le coach Tolé. Je repense à cette phrase qu'avait prononcée Mbappé quand il était au PSG. Si je devais lier mon avenir à la Ligue des Champions, ça ferait bien longtemps que je serais parti. Saison blanche, maison blanche, j'ai envie de dire, saison presque blanche parce qu'ils ont soulevé un trophée tout au début de la saison, mais qui n'était pas exactement sous les joues d'Mbappé. Je suis assez triste pour lui parce que c'est vrai qu'il avait quitté le PSG avec ce vœu-là. Alors oui, meilleur buteur, mais pour lui c'est pas un trophée qu'il a à cœur, je pense, tout simplement parce que comme il le spécifiait déjà au Paris Saint-Germain, s'il y avait une raison pour laquelle il devait quitter le PSG, c'était pour soulever le trophée qui lui manque. Bon, bien sûr il lui en manque encore bien d'autres à l'échelle nationale, mais la Ligue des Champions il y tient. Et moi ça me pose un problème parce que on a parlé d'un PSG avec et sans Mbappé et de la manière dont ce PSG là a réussi à retrouver une esthétique collective, en tout cas un caractère collectif. Et c'est vrai que là la tendance c'est un peu échangé du côté du Real de Madrid où on voit oui certes Mbappé marquait beaucoup, mais une équipe qui est très à son service, que ce soit pour lui laisser les pénaltys malgré qu'il les rate, lui laisser des coups francs malgré que ce soit pas un tireur de coups francs, lui faire des passes mais presque données alors que les autres joueurs auraient pu tirer. Donc moi je suis un peu voilà entre deux idées, celle que Mbappé est un joueur extraordinaire et celle que on lui offre presque tout et qui n'est pas allé chercher réellement tous ces buts là malgré certains buts exceptionnels. Je resterai sur cet avis là tout simplement parce que quand on voit l'effectif dans lequel il évolue, il y a énormément d'occasions qu'aurait pu marquer Vinicius et je sais pas dans quel contexte Mbappé veut s'inscrire. Voilà, moi ça reste mon avis. Vas-y le coach Tolé. Il y a la réaction de Calisson aussi. Et voilà. Moi, j'entends ce que tu dis, Solal, hein, ça s'entend, mais en fait, pour moi, vous minimisez trop, en fait, le travail qu'il fait. Kylian Mbappé, moi, c'est ça. Je trouve ça en termes de stats. Alors oui, première saison, oui, je suis d'accord avec toi, Lisson. Il n'a pas été encore présent dans les grands moments. Il y a très peu de joueurs sur la planète football qui, dès la première saison, ont un impact aussi important. En fait, pour moi, j'ai le sentiment que, c'est mon avis perso, on va chercher des points là où en fait il n'y a pas lieu d'être. Alors oui, peut-être qu'on lui a laissé tirer des coups francs et autres. Il met quand même 43 buts. Des coups francs. Je suis d'accord, mais il met 43 buts au Real Madrid en fait. Alors oui, il a prononcé cette phrase. Et les Parisiens et les supporters, ils en ont à travers la gorge. Mais après, elle a été mal interprétée. Juste pour finir, sortir du contexte et qu'on le veuille ou non, même si le PSG gagne 5-0 contre l'Inter de Milan, et en termes d'environnement, en termes de club, il n'y a pas photo entre le Real Madrid et les autres clubs. Et c'est une réalité en fait. Je reprends sur l'exemple de Jean-Pierre Papin. Pour ceux qui suivent vraiment le football. Papin, il est ballon d'or en France avec l'OM. Papin, 5 fois meilleur buteur du championnat, contrairement aux supporters parisiens, lui il annonce je veux au Milan AC. À l'époque, l'OM c'était le numéro 2 en Europe, derrière le Milan AC qui était le numéro 1. T'as les Marseillais qui disent ok, ils sont connaisseurs, c'est le meilleur attaquant du monde à ce moment-là avec Van Basten. Et c'est normal alors. Et c'est normal. Et en fait c'est normal. Il part au Milan AC. Voilà, manque de peau, l'histoire a voulu que l'OM gagne cette Ligue des Champions sans lui. Mais ça reste quand même le meilleur attaquant de l'histoire. Il apprend la Ligue des Champions. La saison d'après, il la reprend la Ligue des Champions. Il la reprend, mais même si le Milan s'incline contre l'OM en finale, ça reste quand même le grand club et c'est un moment normal que les joueurs, que les meilleurs joueurs aillent jouer dans les plus grands clubs. Totalement. Moi, je vois pas le. Pour rajouter quand même une information, parce que là, on parle des 31 buts, meilleur buteur du championnat espagnol. Mbappé est le meilleur buteur d'Europe. Il est soulier d'or. Voilà. Il n'a jamais été soulier d'or pendant qu'il était au PSG. C'est vrai. Jamais. C'est fou. Et quand d'ailleurs, même, c'est le 3e joueur du Real Madrid qui est soulier d'or. Parce qu'il y a eu Hugo Sanchez, le Mexicain. C'est ça. Il y a eu Cristiano Ronaldo. Et maintenant, c'est Mbappé. Première saison. Meilleur buteur espagnol. Meilleur buteur européen. Donc, dans ce Real Madrid-là. Donc, devant Mohamed Salah. Devant Dembélé. Devant tout le monde. Devant Lewandowski. Meilleur buteur européen. Juste pour revenir merci de le rappeler, Juan Rosser. Un petit peu sur la phrase Parce qu'on a d'autres infos avec Juanito. Kylian Mbappé, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti. Je pense qu'on l'a prise à l'envers, c'est-à-dire qu'il a été dans un Paris Saint-Germain qui ne gagnait pas. Donc si vraiment il n'avait pas aimé ce Paris Saint-Germain, ça fait longtemps qu'il serait parti. Et c'est pas le contraire. C'est pas
parce que le Paris Saint-Germain ne gagne pas, j'ai envie de partir. Donc juste, il faut réinterpréter et ne pas décontextualiser et réinterpréter ce qu'il a dit. Au contraire, c'est une ode au Paris Saint-Germain, ce qu'il a dit, et pas le contraire. Juan Trocé, alors, vas-y, les infos concernant cette Liga, les infos espagnoles, bien sûr, on parlait de Kylian Mbappé. N'oublions pas que le meilleur gardien espagnol cette saison s'appelle encore une fois Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid, 0,83 buts par match. Juste derrière, il y a Thibaut Courtois, qui est le deuxième gardien. Donc, le gardien espagnol, il n'est pas dans la liste, le gardien espagnol. Non, les deux premiers, c'est Oblak et puis c'est Thibaut Courtois. Le meilleur attaquant espagnol, puisqu'on a parlé encore des Mbappé, n'arrive que 5e. C'est un attaquant de Villarreal qui a mis 19 buts. Et pourquoi Villarreal qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais c'est pas ça qui fait l'info du côté espagnol. Alors c'est quoi? C'est celui qui s'est qualifié pour la Conference League, le Rayo Vallecano, le 4e équipe de Madrid, qui a réussi et qui va jouer la Conference League. Donc c'est quand même quelque chose d'important pour les joueurs, puisque les 3 équipes de Madrid, que ce soit l'Atlético, le Real ou le Rayo Vallecano, vont jouer tous les 3 des compétitions européennes. Et bien sûr, les infos, c'est Xabi Alonso qui a quitté le Bayer Leverkusen. Le nouvel entraîneur. Vous le savez, qui prend les rênes du Real Madrid dès le 1er juin. Xabi Alonso qui va amener le Real Madrid du côté du mondial des clubs. C'est ça, donc, aux États-Unis. Rappelons effectivement que ça se passe du côté des États-Unis du 15 juin au 13 juillet. On va jouer la finale. Le championnat du monde des clubs avec notamment un match très intéressant. Alors, Atlético de Madrid PSG, puisque l'Atlético de Madrid et le PSG sont dans le même groupe. Ça sera le 15 juin pour ceux qui s'intéressent. Mais avant, ne ratez pas cette demi-finale de la Nations League entre la France et l'Espagne. Et l'Espagne de la Juin, on en parlera. On va en parler, ne t'inquiète pas. Ça va être assez chaud. Ici, sur Xabi Alonso, tout simplement rappeler que sa carrière d'entraîneur est une petite carrière parce qu'en fait, il entraînait la 3e division espagnole au Real Sociedad. Il est parti au mois d'octobre entraîner le Bayer Leverkusen parce que son entraîneur avait été viré. 3 saisons au Bayer Leverkusen. 6e, premier, gagne la Bundesliga, 2e cette année malheureusement, je crois qu'à cause des erreurs qui ont été commises par les Leverkusen, plus que les grands jeux du Bayern Munich. Mais Xabi Alonso, ancien de la Real Sociedad, ancien du Real Madrid, ancien de Liverpool, ancien du Bayern de Munich. C'est un joueur qui a gagné le Champions League. C'est un joueur. C'est la maison parfaite qu'il lui fallait. Qui est champion d'Europe. Il est chez 2008, en 2010 champion du monde et en 2012 à nouveau champion d'Europe avec l'Atlético de Madrid. Juan Trocé face au Paris Saint-Germain. De quel côté plutôt le cœur de Solal chavirera justement? On le sait pas encore une fois. Solal, on t'écoute et on va revenir à Ala et à notre Addison. Oui, très rapidement pour revenir au soulier d'or, c'est vrai qu'on parlait de Mbappé beaucoup et de Lewandowski aussi. J'aimerais quand même remettre l'église au centre du village dans la mesure où il y en a un qui a plus marqué qu'Mbappé et que bon, suite à des critères établis par des grands footballeurs dans des bureaux, bon, suivez mon regard. Gyökeres, il a marqué 39 buts là où Mbappé en met 31. Donc oui, je veux bien qu'on dise que c'est le meilleur buteur. Non, mais expliquez on parle de Lewandowski. Il a dit pour les critères. Les championnats, il s'arrête pas à ça. Je suis d'accord avec toi, je finis juste parce que on parle les critères, c'est le nombre de minutes jouées par rapport au nombre de buts, nanana, patati patata, et du flanc et du vent à toute patate. Mais en vrai de vrai, moi qui suis un fan de foot, le meilleur buteur c'est celui qui a le plus marqué et Gyökeres c'est celui qui a le plus marqué. On a gagné hier la Coupe de la Portugal avec Sporting Lisbonne en gagnant Benfica 3-1. Marmouche qui est pas très loin. Aussi, bien sûr. Le deuxième joueur africain avec Momo Salah qui est 3e de ce classement. Donc 2 joueurs égyptiens, c'est magnifique pour le football africain. Juste une petite info en parlant des clubs espagnols. Demain, il y aura un match amical très intéressant entre le Wydad de Casablanca contre l'FC Séville au stade de Casablanca. C'était un match amical. Tu vas y aller? J'espère. Il sera. Prends l'avion demain matin. En tout cas, c'est un match amical pour préparer le Wydad de Casablanca à la Coupe du Monde. Bien sûr, la Coupe du Monde des clubs, c'est ça. Manchester City, la Juve et le Haine de l'Émirat. Et on sent l'amoureux du Wydad. On a beaucoup d'amoureux et d'amoureuses qui nous écoutent. Je me disais, l'ambiance elle est incroyable. L'orage face au Wydad, c'est assez. Demain, ça sera guichet fermé le stade. C'est incroyable l'ambiance. C'est sûr. Juan Trocé, je crois
crois qu'on t'a aperçu hier soir en entrevue avec peut-être Monsieur Zizou du côté de la French Riviera, la principauté de Monaco. Tu l'étais pas? Oui. Lando Norris, justement, assez époustouflant sur ce Grand Prix de Monaco, Alison. Je sais pas si tu as vu. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait faire 2 tours au stand. Et justement, Verstappen a été pendant longtemps durant cette course premier, mais il avait effectué qu'un arrêt. Et justement, il a dû s'arrêter à l'avant-dernier tour et pour passer après 4e. Lando Norris, le Britannique, très compliqué. Il y a tellement très règles nouvelles. Je dirais très technique. Bien sûr. Ça devient très compliqué. On s'en sort plus. Justement, on en parlait avec Benji, avec Mathieu, sans oublier aussi HD, mais aussi un petit clin d'œil à Fala parce qu'il nous disait il fallait miser sur Lando Norris. Il avait bien raison, Fala, le Britannique, première place. Le second, c'est le Monégasque, Charles Leclerc, et aussi à la 3e place, c'était l'Australien Piastri. Voilà, rien que ça sur McLaren. Un grand merci à Alison. De m'avoir accompagné avec toi, Juan José. Sans oublier notre coach Tolé, on l'espère le voir ce mercredi soir à l'antenne de chez nos confrères de TFX. C'est bien ça, le coach Tolé? Exactement. Voilà. On est de retour. Tranquillement. Et à la réalisation, la personne de Solal, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.